Vous êtes, semble-t-il, toujours à l'écoute de Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission à Racaille, qui va vous parler, causer dans le poste, d'une manifestation magnifique qui a lieu tous les ans en place Saint-Sulpice à Paris, et qui se consacre corps et âme à la gravure. Et là, miracle des miracles miraculeux, j'ai pu découvrir, ou j'ai découvert, une graveuse, Sophie Villoutrex-Brageux. L'éblouissement, là, je suis resté sur mes petites fesses poilutes, sur place, en extase. Non, je sais que j'exagère toujours quand j'aime, j'en rajoute toujours un peu trop, mais bon, c'est vrai que je cherchais ce genre d'œuvre aventurière. Je me disais que j'aimerais bien voir de l'art, comment dirais-je, outsider en gravure. Voilà. Vous savez ce que c'est que l'art outsider, on appelle ça l'art brut, on appelle ça l'art hors norme, etc. Ça des tas de noms. Ce que Dubuffet appelait l'art brut, voilà. C'est-à-dire un art qui n'a aucune référence, si vous voulez, classique, qui n'est pas un art d'intello ou d'étudiants des beaux-arts, qui est un art populaire qui sort des boyaux, ou du cœur, ou de l'âme, direct, sans intermédiaire. Voilà. Alors je me disais, est-ce qu'il y a des graveurs qui peuvent s'exprimer de cette manière-là. Et j'ai trouvé. Alors par contre, évidemment, ce n'est pas quelqu'un qui n'a aucune éducation artistique, je suppose en tout cas, parce qu'elle peint aussi une belle peinture, d'ailleurs des belles couleurs, un peu une peinture abstraite, si on peut dire ça, ou non figurative. Donc elle n'est pas non plus, c'est pas une innocente qui sort d'une coquille. Non, elle est impliquée dans, si vous voulez, ce métier artistique qu'on appelle peintre ou graveur ou sculpteur, tout ce que vous voulez. Et en plus qui travaille aussi avec Garouste dans ses associations La Source, donc impliquée, on peut dire presque socialement, oui, voilà, dans cette espèce d'apport que La Source peut prêter, si on peut dire ça comme ça, ça se passe en province, hein, il n'y a pas de source, je pense pas à Paris. C'est pour venir en aide, si vous voulez, aux enfants de la ruralité qui sont un petit peu à l'écart de tout ce qui peut être intellectuel ou artistique, voilà, comme ça peut être le cas dans la capitale avec tous nos musées nationaux, nos bibliothèques nationales, etc. etc. Voilà, enfin bon, je passe. Il paraît qu'il y a d'ailleurs 10 lieux maintenant, au début il n'y en avait qu'un, mais il y a 10 lieux de l'association La Source. Et donc cet artiste, Sophie Villoutrex-Brageux, est impliquée à Donf là-dedans. Bon, elle travaille en Provence, elle nous a dit. Elle est en Provence. Oui, elle travaille en partie en région parisienne et en partie en Provence. Ouais, dans la vallée de l'Arc. C'est au pied de la montagne Sainte-Victoire. Je veux dire, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas le Schnoor. C'est un paysage magnifique de la Sainte-Victoire au pied de cette montagne, c'est quand même pas. Et il semblerait que la vallée de l'Arc, ça soit une vallée qui restait un peu à l'écart du tourisme. Bon, là, le sujet, c'est pas la question. La question, c'est son travail. Alors, que vois-je donc en s'approchant de ce stand où elle exposait son travail? Je vois un triptyque, c'est-à-dire trois gravures en noir sur un fond un peu, comment dirais-je, pas jaune, mais un jaune sali, un peu, voilà. C'est pas de grand format, c'est pas de très petit non plus, mais c'est format normal, si on peut dire. Ça veut rien, ça n'explique rien, mais bon, on va pas en tartiner pendant des heures là-dessus.
et 3 formes très simples qui pour moi évoquaient un petit peu le golem. Si vous voyez, le golem, c'est dans comment dirais, la culture hébraïque d'Europe centrale. Voilà, c'est un espèce de monstre, enfin de monstre, moitié monstre, un être en tout cas assez extraordinaire en argile, voilà, que si vous voulez, la culture populaire de ces pays, la culture populaire juive de l'Est, de ces pays de l'Est, si vous voulez, appelait à son secours quand elle était vraiment attaquée, voilà, pour simplifier. Et je vois ces trois images. Alors ma camarade a vu dans la première une espèce de quelqu'un en prière. Ouais, une femme assise en prière, voilà. Agenouillée. Ouais, agenouillée. Moi je l'ai vu, je dis plutôt les deux images qui suivent, la deuxième et la troisième, je voyais un golem. Mais ce qui m'a vraiment bouleversé, c'est alors est-ce que c'est la simplicité graphique d'une part, et en même temps c'est doux, c'est voilà, c'est rond, et on a l'impression que ça bouge en même temps. C'est sidérant, c'est de voir une image fixe qui bouge. Il y a comme un mouvement quand même dans ces ce sont des masses noires avec un mouvement. On ressent le mouvement, alors que bon, c'est une gravure, hein. c'est pas comment dirais-je, une projection cinématographique, hein, voilà. Et ça, dans ce petit stand où il y a trois artistes, quoi, il y a trois panneaux avec qui exposent, 3 artistes qui exposent, je n'ai vu que ces 3 images. Et en dessous de ces 3 images, il y a un texte gravé aussi qui m'a complètement médusé, et le terme n'est pas trop fort. Voilà, ça fait un ensemble si étrange, si extraterrestre même, dans toutes ces... Parce que si vous voulez, cette journée de l'estampe, voilà, c'est un jaillissement de gravures plus belles les unes que les autres, plus fouillées, plus imaginatives, plus fantastiques, plus jolies aussi. Voilà, on sent, c'est un concours, je dirais pas un concours de ce que vous pensez comme moi, mais c'est quand même un concours à celui qui sera le meilleur, quoi. Voilà, celui qui fera la plus belle gravure, qui brillera par sa technique extraordinaire, etc. Et moi, ça me fait sombrement chier. Voilà. Et donc, j'étais très heureux de voir que dans tout ce florilège, dans tout ce fourmillement de beauté, je trouvais un tout petit îlot de paix, de simplicité, voilà, qui s'adresse plus au cœur, je pense, plus à la sensibilité qu'à toute autre chose, et qui voilà, et qui n'est pas l'œuvre d'un artiste sans aucun passé, comment dirais-je, sans aucun apprentissage classique aux beaux-arts, aux arts déco, je ne sais pas où. Non, c'est une artiste qui a une formation, qui fait d'autres travaux de gravure qui ressemblent un peu à tout ce qu'on voit, hein, dans cette manifestation de gravure. Mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie ou dans sa recherche plastique. Mais là, elle est tombée c'est tombé du ciel, quoi. C'est vraiment un truc... Ouais, t'as pas précisé que c'était une gravure sur bois? Oui, oui, c'est de la gravure sur bois, évidemment. C'est de la taille d'épargne, voilà, c'est pas fait avec... C'est pas sur cuivre, c'est pas des choses comme ça. En même temps, c'est avec des moyens tout à fait naturels, parce que le cuivre, c'est pas très naturel, hein, c'est tout un processus de fonderie, etc., pour faire du cuivre, tandis que le bois, c'est du bois, quoi, voilà. Il suffit de scier enfin, pas de scier, c'est souvent du contreplaqué, mais enfin, c'est quand même du bois qui ne subit pas des traitements chimiques invraisemblables, voilà. Alors, la simplicité déjà du matériau,
qui nécessitent des gouges comme un sculpteur, mais plus petites évidemment. Voilà, c'est de la taille, et c'est d'autant plus... Parce que quand on regarde ces impressions, l'estampe de son travail, on n'imagine pas que ça a été... On n'imagine même pas que ça a été fait par quelqu'un qui avait une gouge et qui avait un bout de bois. Voilà, et puis qui après a passé de l'encre là-dessus et après a imprimé. Voilà, c'est comme si c'était vraiment... Ça s'était fait tout seul, voilà. Moi, c'est l'impression que j'ai eue, sans intermédiaire, sans complication. Voilà, c'est venu comme ça, spontanément, et puis ça dit tout sur la création, de mon point de vue. Moi, je suis resté sur le coup. Ma camarade a pris une photo, heureusement, qu'elle a pu mettre sur mon vieil ordi, là, mon vieux Mac, qui a plus de 20 ans, et qui supporte cette merveille. Voilà, c'est mon coffre-fort, mon coffre à trésor. Voilà. Non, ça peut vous paraître un petit peu blablateux, mon histoire, mais j'aurais pu écrire un texte dessus pour que ce soit bien plus clair que ce que je vous raconte, mais je veux rester dans ce côté, si vous voulez, spontané, dans cette création qui vient de nulle part et qui va probablement aller nulle part, qui restera là, comme un espèce de jalon, comme un espèce d'étalon même dans l'histoire de la gravure d'épargne, voilà, de la taille d'épargne. Non, c'est quelque chose. On pourra le mettre sur le. On le met. Ma camarade va mettre l'image dans l'émission. Vous pourrez la regarder. Évidemment, vous n'aurez peut-être pas autant d'émotions que j'en ai eu en la découvrant dans cette manifestation de Saint-Sulpice, mais ça donne une idée quand même. Ouais, c'est une œuvre qui s'appelle Lamentation. Voilà. Et effectivement, on a discuté assez longuement avec cet artiste et on a découvert une femme sensible, humaine, qui donc effectivement nous a expliqué son travail à la source avec Garouste, qui nous a aussi dit qu'elle avait travaillé en prison. Et donc, on lui donnera rendez-vous et on lui consacrera une émission plus grande. On ira l'interviewer parce que je pense cette œuvre, en fait, tu as senti à travers cette œuvre tout ce qu'il y avait d'humanité de cet artiste, en fait. Non, c'est une très belle personne. Voilà, les belles personnes, c'est de plus en plus rare, hein, même surtout dans les milieux artistiques. Voilà, elle a cette beauté de l'âme. Enfin, ça peut pas être quelqu'un de mauvais qui fasse une œuvre comme celle qu'on a eu la chance de voir. C'est pas possible. C'est quelqu'un qui porte en elle quelque chose de très 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 beau. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps, il faut toujours quelques perdants. La sagesse ici-bas, c'est le prix. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, mais nous serons, mon frère.
c'est Quand les hommes vivront d'amour, Félix Leclerc, Gilles Vigneault et Robert Charlebois. Alors effectivement, la déambulation dans cette place Saint-Sulpice, au milieu de cette manifestation de graveurs, il y a 400 stands à peu près, il y a trois artistes par stand, c'est énorme. Alors moi, j'y vois pas du tout un concours, une compétition de qui aura la plus belle œuvre. Je vois simplement beaucoup d'artistes qui techniquement sont très compétents, ont chacun des personnalités différentes, et qu'effectivement, moi, il y a beaucoup de choses que j'aime. Après, ce qui est difficile, c'est de se dire, moi, j'ai, comme toi, qui a eu ce coup de cœur magnifique devant ce travail, moi, j'ai l'impression que je peux regarder beaucoup plus de choses et avoir beaucoup plus un peu de coup de cœur, et c'est difficile. Donc là, j'ai retenu deux artistes qui m'ont plu. Une qui s'appelle Marion Sample. J'ai acheté 2 petites cartes postales d'ailleurs de bois gravé, qui sont des extraits de contes, de nursery fairies, de nursery de contes. Et donc cette jeune femme, elle est née à Saint-Jean-de-Luz, elle a une mère basque et un père écossais, donc ça doit faire un sacré mélange. Elle travaille à Lyon, et en fait, elle a une pratique artistique solitaire, et elle travaille aussi dans des lieux de soins psychiques où elle anime des groupes d'expression artistique auprès d'un public adulte. Et je pense que c'est ça qui m'a plu dans son travail, c'est que j'ai aussi ressenti là sa sensibilité à l'handicap, au trouble de la personnalité, parce que c'est ce qui paraît à travers son travail. Alors quand je suis allée voir un petit peu sur son site, effectivement, bon, elle n'a pas travaillé que la gravure sur bois, elle travaille le bois perdu, elle travaille la linogravure. Le bois perdu, c'est qu'elle enlève au fur et à mesure sur la plaque, je crois. Ah ouais. Et elle a un travail donc qui parle beaucoup d'hommes, de femmes, de recherche de gémellité. Enfin, on sent qu'il y a vraiment toute cette approche profondément humaine aussi dans son travail, de recherche de qui sommes-nous effectivement. Et voilà, donc j'avais envie de parler, de la nommer. Voilà, après il faut aller voir sur son site. J'ai pas eu le temps de discuter longuement avec elle. Il faisait très chaud ce mardi sur la place Saint-Sulpice. Mais enfin voilà, son travail m'a beaucoup plu, et je vais juste lire un petit texte qu'elle a mis sur son site, et j'ai envie de le lire parce que c'est un texte qui est extrait d'un manuel en fait qui s'appelle Ces techniques modernes du bois gravé et procédés anciens des xylographes du XVIe siècle et des maîtres graveurs japonais. Et en fait, c'est un livre qui date de 1925. Et je trouve ça intéressant justement qu'aujourd'hui encore, on se réfère à des ouvrages anciens. Et je pense à la Bibliothèque Forney, quand nous avons vu l'exposition autour de Jeanne Malivelle, il y avait un livre de gravure ancienne comme ça, de techniques de gravure, qui datait à peu près de cette époque-là. Si ça se trouve, c'est ce même ouvrage de référence. Donc voilà l'extrait qu'elle cite sur son site. Car ces moyens rudimentaires d'expression firent justement que dès l'abord, la gravure sur bois s'adressa directement aux simples. Le premier livre occidental qu'elle illustre est la Bible des pauvres. Le maître qui personnifie l'art du bois gravé en Extrême-Orient, au Kusaï, fut le maître des humbles. À l'encontre de sa rivale, la gravure en creux sur métal, qui intéresse surtout les lettrés et plaît aux raffinés par la complexité de ses effets, la xylogravure n'a d'autre moyen d'expression que la franchise. Ici, pas d'entrecroisement de tailles se superposant à l'infini, pas de tour de main d'ancrage au chiffon noyant la surface sous des demi-teintes fuligineuses et escamotant les formes. Le grand intérêt de la gravure sur bois est d'être une synthèse. Les artistes qui la pratiquèrent ont dû éliminer tout ce qui ne concourt pas directement à l'expression linéaire. Il leur a fallu styliser et ne garder que l'essentiel dans leur composition. Et c'est ce parti pris, nécessité par la difficulté d'œuvrer les fibres rebelles du bloc générateur, qui donne à ces estampes leur grand caractère. Des lignes calligraphiées, quelques aplats et des tailles parallèles, franchement écrites sur le fond immaculé du papier de chiffre, suffisent aux tailleurs de forme pour suggérer la nature entière et nous transporter au pays légendaire. L'imagination suppléée aux lacunes de la technique et vagabonde entre les tailles. Voilà. C'est exactement la quintessence de cet artiste dont je vous ai parlé.
Exactement. Enfin, de Ça, l'œuvre de cet artiste. voilà. Et là, on a un texte de 1925. Et effectivement, dans le travail de Marion Sample, il y a aussi des fois ces lignes, ces formes qui nous emportent un peu. Oui, mais elle est quand même, si tu veux, elle se rapproche quand même de la gravure sur cuir ou sur zinc, tout ça, par un souci ou une recherche du détail qui est quand même assez, voilà, c'est pas la simplicité d'Hokusai, c'est pas la simplicité de cet artiste dont j'ai parlé, c'est quand même beaucoup plus fouillé, riche, etc., etc., etc. En plus, quand la couleur se ramène là-dedans, voilà, c'est pas si simple que ça. Mais effectivement, moi j'ai bien aimé donc sa série de cartes postales. Ah oui, là, celle que j'ai achetée, donc j'en ai acheté 2. C'est l'histoire du petit chaperon rouge. On voit le loup et le petit chaperon rouge sur le loup et on ne sait pas s'il l'a mangé ou si le petit chaperon rouge dort sur le loup. C'est à nous de faire travailler notre imaginaire. Et la deuxième, c'est alors là c'est du rouge et noir, la première. La seconde, c'est un fond vert et c'est une forêt immense avec une petite fille qui est en bas de la forêt, quoi, qui est au pied d'un arbre. Voilà. Oui, alors là, par contre, qui joue à cache-cache, qui est en là, train par contre, c'est très simple comme graphisme. Et ça, vraiment, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire, quoi. Et la deuxième artiste dont je voudrais parler, j'en ai déjà parlé rapidement il y a une quinzaine de jours quand j'avais fait un petit peu un résumé de ce que j'avais vu à la Fondation Taylor sur Pointe-et-Burin. Donc Corinne, elle s'appelle Corinne Lepêtre, elle exposait à Pointe-et-Burin et j'avais craqué sur ces toits de Paris, ces deux estampes justement de toits de Paris où c'était une vue probablement de Beaubourg, où elle appelait ça l'Halle au Blé, qui est aujourd'hui donc la Bourse du Commerce et aujourd'hui encore plus ce lieu que Pinault exploite. Et donc on voit cette vue de Paris avec ces toits en zinc, enfin, et moi ça me parle énormément. Et elle a plusieurs vues comme ça qu'elle exposait à Saint-Sulpice de paysages urbains, et elle dit que pour elle c'est son terrain de prédilection. Et elle est principalement à Paris, c'est là qu'elle a ses racines, elle habite dans le 20e arrondissement, alors elle travaille l'aquatinte et elle se promène dans Paris. Elle me disait qu'elle était montée, je crois c'est pas la Sorbonne, c'est je sais mince, au Panthéon. Elle était montée en haut du Panthéon pour avoir aussi ses vues à 180 degrés. Donc en haut de la tour Saint-Jacques, on peut monter, on peut réserver pour grimper en haut de la tour Saint-Jacques et avoir justement toutes ces vues de Paris à chaque fois avec ces paysages de toits. Et puis en fond, on aperçoit toujours ce Paris moderne qui est devenu le Paris de la Défense avec ces tours aux formes très très modernes, quoi, qui contrastent avec les toits en zinc de Paris, quoi. Voilà. Et donc cette femme m'a énormément, j'ai beaucoup aimé son travail. Je pense qu'on va continuer peut-être de la retrouver. Elle travaille par série, hein. Donc elle a fait les toits de Paris, les passages parisiens, les fenêtres sur Paris, et elle aime bien aussi travailler des fois à partir de photographies. Voilà. Et elle sillonne donc la capitale pour retrouver ces images et en faire vivre de nouvelles. Donc elle est née en 1968 et elle travaille à Paris, elle suit les ateliers de Francis Capdebosque et elle fait de nombreuses manifestations et d'expositions collectives sur l'estampes. J'ai l'impression que sur la gravure, il y a quand même beaucoup de collectifs. Il y a un travail collectif. On a discuté avec Christelle Valentin, qui est une de tes voisines artistes, et qui nous disait de faire partie, justement, son travail maintenant est un travail à Manifestamp. Et ce qu'elle appréciait, c'était justement tout ce travail ensemble de graveurs qui change un peu du travail des artistes peintres. Qui se bouffent le foie à longueur d'année. Voilà. Non, Christelle avait un discours assez cool. Voilà, et elle a raison. C'est vrai que parce qu'il y a ce côté chez les graveurs, d'abord, c'est un milieu qui est quand même assez petit. Je veux dire, pas comme les peintres, il y en a des millions, mais les graveurs, non. Pas en France, des millions, mais dans le monde. Les graveurs, c'est beaucoup plus simple. Puis ce sont des techniques quand même qui tiennent beaucoup de l'artisanat. Voilà, on a des outils. Il y a quand même la technique est importante, alors qu'aujourd'hui en peinture c'est moins évident. Et puis oui, il y a cette espèce nous on connaît par exemple Alice Amoroso qui vient des Lilas, une pépinière de graveurs extraordinaire, et elle travaille souvent avec un copain qui s'appelle Rose Lula. Voilà, ils se donnent des conseils, ils s'aident, etc., etc.
Alors ça peut être 2 graveurs, ça peut être 3 graveurs, 4, 5, 6. Ils forment des espèces de communautés où ils s'entraident, parce que, par exemple, une presse de graveurs, ça coûte une fortune. Alors donc, si on est à 6 ou 7 ou 10 à s'en servir, c'est beaucoup plus rentable. Il y a des tas de choses comme ça qui peuvent rentrer en ligne de compte, voilà, qui forment ces communautés. Voilà. Et pour terminer, justement, un petit clin d'œil et des félicitations à Alice Amoroso qui exposait son travail, mais surtout qui présentait 2 jours plus tard son mémoire d'art déco avant son grand sujet de thèse, son grand diplôme l'année prochaine, et qui a réussi avec les félicitations du jury et qui nous envoie une petite vidéo de son travail, qui est un travail dont j'ai parlé la dernière fois sur justement ce polyptyque et sur cet Africain qui est venu d'Italie et qui est terminé au Parlement. Voilà. Ouais. Non mais il faut voir le boulot. Hein. Je veux dire, le jury, il a dû dire, bon, quand il a vu comment c'est le reliquaire quasiment, il a dû se dire, bon, bah, on lui fait les félicitations, tape 7, et puis après on va boire un pot parce que c'est un truc gigantesque. Ah, oui. Non mais Alice, elle est épaisse comme une tringle à rideau, mais alors, elle a une énergie, mais alors de colosse de Rhodes. Ouais, elle est extraordinaire. Ouais. Voilà, donc félicitations publiquement à Alice pour ses non, parce que nous non plus, on n'a pas vu tout le mémoire, hein, parce que je pense que... Mais quand même, on la félicite aussi. Les rues de Paris chantent des chansons qui font 3 petits tours et puis qui s'en vont. Elles chantent les filles qui aiment les garçons, le soleil et la lune, l'amour, les saisons. Les rues de Paris chantent des chansons qui font 3 petits tours et puis qui s'en vont. Dans la rue des Vertus, c'est là qu'il l'a connue. Au jardin des Tuileries, tous deux se sont souris. Près du pont de l'Alma, il l'a prise par le bras. Sur les quais de la Seine, il lui a dit « Je t'aime ». Ils étaient serrés sous la nuit, elle si douce et si jolie. Les rues de Paris chantent des chansons qui font 3 petits tours et puis qui s'en vont. Elles chantent les filles qui aiment les garçons, le soleil et la lune, l'amour, les saisons. Les rues de Paris chantent des chansons qui font 3 petits tours et puis qui s'en vont. Mais on ne sait pas pourquoi un jour il lui a dit qu'elle ne lui plaisait plus, qu'entre eux c'était fini. Le jardin des Tuileries est bien triste sans lui, et les quais de la Seine sont plus gais quand on s'aime. Dans la froide rue des Vertus, le bel amour a disparu. Les rues de Paris chantent des chansons qui font 3 petits tours et puis qui s'en vont. Elles chantent les filles qui aiment les garçons, le soleil et la lune, l'amour, les saisons. De Paris chantent des chansons qui font 3 petits tours et puis qui s'en vont. Les rues de Paris, Mouloudji. Et tout de suite, on se poursuit avec... les expos. Les expos. Donc, non-lieu à la Fondation du Buffet jusqu'au 7 juillet. Et Jeanne Malivelle jusqu'au 1er juillet, c'est à la bibliothèque Formet.
Oh, bah, j'ai trouvé tout seul. Pastel de Millet-et-Redon jusqu'au 2 juillet, c'est à Orsay. Manet de Gage jusqu'au 23 juillet, toujours à Orsay. Sarah Bernard au Petit Palais jusqu'au 27 août, recommandé, hein, parce que vous allez découvrir une Sarah Bernard qui n'était pas qu'une actrice, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Peintre, sculpteur, écrivaine, etc., etc. Nicolas Ekman à Gravelines jusqu'au 12 novembre. Alors on va se payer le voyage à Gravelines. On part vendredi, les copains. On revient samedi, hein. Ça sera rapide. Ouais, bon. Et toujours à la galerie Kaléidoscope avec Antonio Cacati, Anna Eva Bergman jusqu'au 16 juillet au MAM, Edgar Degas en noir et blanc à la BNF Richelieu. Il faut y aller à la BNF Richelieu. Je rappelle qu'elle a été retapée entièrement, ça a mis 4-5 ans, elle est réouverte. Voilà, on ne reconnaît rien du tout, mais bon, c'est sympa. Alors c'est jusqu'au 3 septembre. Surréalisme au féminin au musée de Montmartre jusqu'au 30 septembre. Ma camarade n'a pas l'air fanatique, mais moi je dirais bien, simplement pour aller à Montmartre. Voilà. Suzanne Valadon, alors c'est à Pompidou-Metz. Peut-être qu'on va faire une escapade à Pompidou-Metz. Il n'y a rien de certain, mais pourquoi pas. C'est jusqu'au 11 septembre. Et expo affiche de l'atelier l'Estampe populaire. Alors, je crois que c'est fini. C'est jusqu'au... Ouais, c'est fini. C'est fini, hélas. Et Bansky à Brest. Voilà. Ouais, ça c'est pour nos amis brestois. Ouais. Et le culturel, ma camarade? Alors le culturel, en fait, voilà, j'avais envie de parler de deux podcasts que j'ai réécoutés sur France Culture. C'est dans le Fou d'Histoire. C'est Michèle Audin, mathématicienne et folle d'histoire. Et Michèle Audin est une femme que j'aime beaucoup. Je l'ai rencontrée à la librairie Libertalia à côté de chez moi. Elle a énormément travaillé sur la commune de Paris. Elle est passionnée par la commune, elle vit dans le 11e arrondissement et elle c'est une mathématicienne férue, mais en fait en même temps derrière c'est une oulipienne et donc une écrivaine et une historienne. Et ce parcours, ce cumul d'intérêts en fait en fait quelqu'un de passionnant parce qu'elle a cette précision et cette recherche et tout ce qu'elle écrit est quand même assez est très intéressant. Et donc dans ce podcast, elle raconte un peu sa déambulation dans Paris. Elle vient de sortir un livre sur le boulevard Voltaire qu'elle connaît bien, elle doit le faire plusieurs fois. Et donc elle raconte ses prétextes avec plusieurs numéros du boulevard Voltaire à raconter des histoires d'inconnus qui auraient habité là avec un rapport historique justement. Et donc il y a des gens de la commune, mais pas que. Elle nous rappelle que c'est boulevard Voltaire qui a eu la première rafle je crois que c'est en 40 de juifs communistes. Tu vois. Donc je pense que ce livre est intéressant. Après, à la fin du livre, il y a tous des petits poèmes sur les ponts de Paris. Mais l'écouter raconter son amour de Paris et ses connaissances, c'est vraiment un très bon moment. C'est un podcast qui passe très très bien et qui nous donne envie d'aller lire un peu. De même qu'elle a écrit l'histoire c'est 19 rue des Juifs, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle José Meunier. Et Meunier, c'est le nom de la femme, c'est son nom de marital. Donc en fait, on ne connaît même pas son nom à elle. Et c'était une blanchisseuse qui a été soutenir son mari justement en Angleterre. Et elle raconte toute cette histoire. Et ça, je trouve que c'est... Son mari qui était exilé? Ouais, c'est vraiment passionnant justement. C'est tous ces gens qu'on arrive à faire revivre, qui ont été complètement oubliés d'histoire, quoi. Oui. Et puis si, comme tu le dis, elle est oulipienne, ça veut dire que c'est quand même pas n'importe qui. D'ailleurs, il y a un grand mathématicien oulipien, je ne me souviens plus de son nom. C'est un grand mathématicien, ouais, qui fait partie du groupe de l'Oulipien. Ouais. Ouais. Et donc, le deuxième podcast, j'avais raconté plusieurs fois dans des presses papiers. C'est peut-être le français. Ouais. J'avais raconté plusieurs fois dans des presses papiers le combat qu'on a mené à Montreuil pour sauvegarder des marronniers de l'avenue Gabriel Péri vers la Croix de Chavaux. Malheureusement, on n'a pas réussi à sauvegarder ces marronniers, mais en tout cas, on a en mémoire un très beau podcast des Pieds sur Terre que Cécile Lafont a fait des prises de son et a raconter. Donc je mettrai un lien, c'est une histoire, c'est un très beau reportage qui raconte vraiment toute l'historique de ce combat pour sauvegarder ces arbres.
Et vous entendrez la voix charmeuse qui vous berce tous les mardis de ma camarade de combat Picasso. Bon, c'est surtout Yves et Béatrice, mais c'est très... Bah, ils sont, toi aussi, on t'entend. ils sont, ouais, très peu, mais ils sont excellents. C'est vraiment un reportage à écouter qui est tout en émotion, quoi. Et tout de suite, on va poursuivre, on va pas s'arrêter sous le coup de l'émotion. Hein. C'est vrai que ça fait transpirer. Hein. Voilà, moi j'ai suivi ça de près, puisque ma camarade me comptait par le menu tout ce qu'ils ont fait. Entre autres, ils ont imprimé, si vous voulez, même si vous voulez pas, hein, ils ont imprimé les souches, la taille, parce qu'ils ont taillé les marronniers à ras du cul, et elles ont coloré avec des encres pour la gravure, ils ont coloré la taille, la souche, et puis ils ont posé dessus du papier chinois très fin, et ils ont imprimé des choses magnifiques. Ouais, ils ont fait une expo d'ailleurs qui a eu beaucoup de succès. Et donc c'était un travail qui était quand même très très sérieux. Voilà. Bien, bon, bah saluer, vous êtes toujours sur Radio Soupant, la source de Rapin. 100 fois salut M. Kirbet, et ils mettent depuis un garni tout piri, et diffusent sur internet à racaille.fr. Et tout de suite on salue nos amanches, Claude et André de la Nation, Claude et William, nos poteaux de Brest. Alors à Brest, je vous dis pas, les palmiers poussent à une telle vitesse que bientôt ça va être la jungle. Jean-Paul Souvraz, notre grand peintre de Schnorr de Coup de Kerbranche dans la banlieue de Dunkerque, un grand humaniste aussi. Claudine, une copine à ma camarade Picasso, qui aime beaucoup aussi se frotter à la création artistique. Corinne, Frédéric et Popeye, trois potes et potesses, voilà, qui sont tous les trois un petit peu, qui gigouillent dans l'art aussi. Juliette Planck, une graveuse émérite en relégation Rochefort-sur-Mer, qui anime aussi parfois des émissions sur Radio Vigaille, une pointure aussi, cette petite Juliette, qui anime aussi des ateliers pour apprendre aux clampins qu'il désire le b.a.-ba de la gravure en taille d'épargne, mais aussi je pense que le cuivre aussi. Agnès Dubar, une graveuse émérite aussi en relégation Bretagne Sud. Thierry Morciot, lui, c'est un graveur bruxellois, on l'adore. Alice Amoroso, alors là, Alice Amoroso, on va pas vous en faire encore des tartines, on en parle tout le temps, mais elle l'œuvre bien avec son potrol Viloula. Des enfants de la porte des Lilas, enfin des Lilas, quoi, surtout, un atelier magnifique qui pond des graveurs comme une poule pondeuse, quoi, en plein effort. Marie-Christine Béguet, une graveuse aussi qu'on adore, qui est en relégation dans la Cévennes, à Rochefort. Saint-Hippolyte-du-Fort. À Saint-Hippolyte-du-Fort, dans la Cévennes, voilà. Ça va bien, elle nous a dit qu'elle était enfin, elle s'est quand même payée un accident de bagnole, mais enfin bon, elle s'en remet tout doucement. Colette et Jacqueline, deux veuves de peintres, de plasticiens, enfin, Colette avec Odon et Jacqueline avec Raymond Imbert, des artistes magnifiques. Liliane et Laurence, deux écrivaines dont il n'en reste qu'une, c'est Laurence, Liliane ayant plié bagage définitivement, il reste Laurence elles écrivaient toutes les deux des polars signés Claude Isner et dont le dernier vient de sortir. Ouais, La mort du Minotaure. Oui, enfin La mort du Minotaure, mais c'est les éditions... Ah, bah, c'est l'édition 10-18, c'est les aventures de Jérémy Nelson. Ouais. Voilà, et ça coûte. Ça coûte 17 ou 18 euros parce que c'est un format, c'est pas encore en format poche, c'est un format intermédiaire. Ouais. En tout cas, c'est moins cher que celui de Fred Vargas. De Fred Vargas, qui a combien? 22. 22, ouais. Bon. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, Marie-Christine et Christophe de Militant chez Militant Chevalet, Cécile de la 125e puissance, oui Cécile, on la sent, et on t'aime toujours, éternellement. La rue Sans-Veillante qui anime 2 émissions le mercredi après-midi sur une radio Omni,
Une pour les petits, une pour les papas et mamans. Et alors, attention, c'est une ancienne enseignante et donc elle sait de quoi elle parle. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Bourg-en-Marlotte, dont nous avons découvert l'œuvre dans la librairie de Florence Quenu, la librairie L'Empreinte à Bourg-en-Marlotte. Dominique Paula-Dardouin, une galériste bien aimée, dont on chérit toujours la mémoire, ainsi que de celle de sa maman, Thérèse Franco, deux galéristes qui ont marqué leur temps en soutenant des artistes et des bons, pas des comme Macréo et compagnie. Voilà. Marie-Pierre, une collectionneuse émérite qui va se reléguer à Clermont-Ferrand à partir de l'année prochaine. Non, mais il y a des gens, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Marie Degnaud, de la galerie Kaléidoscope, c'est la galériste, et elle expose des pointures aussi, on l'aime beaucoup parce qu'elle est très gentille, très modeste et tout ça, quoi. Antoine Manoury des Champignons, c'est un petit trio de musicos-patrices. Anna Sinoracka, une peintre polonaise, qu'on peut dire une peintre outsider, ça déménage, son travail, c'est puissant. Et mon pote Jacques Duchemin, ainsi que Loulet, un jeune artiste, un cinquantenaire, que nous avons découvert dans une galerie de la place des Vosges, la seule galerie où ils exposent des gens qui sont moins tartes que la plupart des galeries qui exposent la place des Vosges. C'est vraiment des galeries pour les beurres, œufs, fromage, qu'on appelle les beaufs. Voilà, et tous ceux qui n'y sont pas, il y a du monde, du monde. L'émission est à l'écoute sur le blog aracay.fr et on se finit avec Faut vivre le vieux Ismaël. Salut copines, salut copains. Salut. Malgré l'écran suet une néance, et pour mieux nous manger enfants, et les silences, et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau, et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore, et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut Pardi, et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, on nous sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on noue un enfant mort, si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages, où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire, jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tout
la sache rater. Faut vivre, faut vivre, faut vivre, faut vivre. Faut vivre.